Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux dans cette belle salle pour venir nous écouter, mais aussi débattre, j'espère, avec nous, de cette question très importante de l'image et du lieu. Comment une image dépend d'un lieu, comment un lieu peut dépendre d'une image ou d'un ensemble d'images. On le voit d'ailleurs dans cette salle. Ce que l'image fait à son lieu et ce que le lieu fait aux images, voilà un ensemble de questions extrêmement importantes. Une image n'est jamais seule, elle répond à d'autres images, mais elle s'ancre aussi, elle s'enracine dans des lieux. Alors pour parler de ces problèmes, pour poser ces problèmes, nous sommes 4. Je me permets de me présenter en premier, Jean-Claude Schmitt, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales. Et vous allez entendre successivement Rosa Maria Desi, professeure à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, et Thomas Golsen, professeur à l'Université de Lille. Tous les trois ont l'habitude de travailler sur des images très différentes, et tous se retrouvent autour de la question qui nous occupe. Alors cette question, je vais la présenter en quelques minutes, et puis ensuite je parlerai très rapidement aussi des travaux des uns et des autres. Leurs livres sont d'ailleurs ici, et eux-mêmes après présenteront des images et leurs commentaires, puis il y aura un débat entre eux, et enfin un débat avec vous, nous l'espérons tous. Donc l'idée, c'est qu'une image n'est jamais indépendante du lieu dans lequel elle se trouve, qu'elle investit de toute sa puissance visuelle et dont elle reçoit en revanche, en retour, une partie de son sens et de ses fonctions. Cela est vrai de n'importe quel lieu, que ce soit un lieu religieux, une église, un lieu de pouvoir, un palais, comme ici, une maison toute simple, ou encore de ces lieux où les images se retrouvent quand elles ont été arrachées à leur lieu d'origine. Je veux parler du musée et de ce type de sacralité particulier qu'il développe. Donc les lieux se trouvent dans les images et inversement, les lieux appellent les images entrent dans les lieux et les lieux appellent les images. Au minimum comme un décor, comme un ornement, mais ces deux mots n'ont pas exactement le même sens. Dans décor, il y a décus, ce qui convient, ce qui est l'honneur aussi, comment l'image fait honneur à la maison et honore celui qui possède cette maison, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse du prince ou qu'il s'agisse d'un simple habitant. L'image peut aussi expliciter les raisons de cet édifice, que ce soit, encore une fois, une cathédrale, c'est évident, ou que ce soit un palais. Naturellement, il n'y a pas qu'un lieu, un château comme celui-ci se subdivise en salles d'apparat, en salles d'état généraux, en chambres privées, en sanctuaires, et chacun de ces lieux a ses propres images avec leurs propres fonctions. Par lieu, il faut aussi entendre les espaces extérieurs, soit l'extérieur de l'édifice, soit aussi les espaces publics, la place, la rue, dans lesquels on peut retrouver des images fixes ou des images mobiles. Alors, où les images se logent-elles pour exercer au mieux tous les pouvoirs dont elles sont investies, qu'il s'agisse de retables dans une église, de chapiteaux par exemple, qu'il s'agisse de portraits du souverain ou d'autres types d'images encore. Voilà une première question, la question vraiment de la localisation. Deuxième question, celle des moyens. De quels moyens disposent ces images pour exercer leurs fonctions? Moyens visuels, bien sûr, autres moyens aussi, que sont notamment l'écriture, voire la voix, la musique, qui accompagne l'image et son déploiement dans ces lieux d'exception. Ensuite, comment mesurer les effets de ces images au lieu où elles se trouvent sur ceux qui visitent ces lieux qui s'y trouvent à demeure ou qui entrent, par exemple, pour la réception d'un roi ou pour un service religieux. Donc, quels sont les effets produits et comment peut-on les mesurer? Et enfin,
comment le temps long, le temps de l'histoire, travaille tout cet ensemble de questions. Peut-on se contenter aujourd'hui, lorsqu'on est historien des images, voire historien de l'art, de regarder l'image telle qu'elle est donnée, ou ne faut-il pas restituer sa profondeur historique, c'est-à-dire toute l'histoire des utilisations, des modifications, des transformations de ces images pour les comprendre dans leur dimension historique? C'est la question que Rosa Maria Deci va particulièrement poser. Alors j'en viens après ces quelques mots d'introduction simplement, et naturellement les uns et les autres seront libres ici d'en dire beaucoup plus encore sur ces questions et d'autres encore. Je voudrais dire deux mots de nos invités. Donc d'abord, Rosa Maria Deci, professeure à l'université de Nice, va nous parler de ces questions, notamment autour de son ouvrage, de son beau livre qui est apparu en 2017, Les spectres du bon gouvernement. Elle dira ce qu'il faut entendre par spectre. Voici ce livre qui est apparu aux presses universitaires de France, donc en 2017. C'est tout récent. Les trois livres dont je vais parler sont tous des livres très récents. Et dans cet ouvrage, elle présente d'abord deux idées essentielles. L'idée de la performativité des images, c'est-à-dire que des images dans un lieu de pouvoir ont un effet de pouvoir, et les images sur lesquelles elle s'appuie pour le démontrer sont des images très connues. C'est la fameuse fresque dite du bon gouvernement au palais communal de Sienne. Vous connaissez toutes ces images que vous allez reconnaître dans un instant. Image de pouvoir dans un lieu de pouvoir, par conséquent, performativité. Mais par ailleurs, on ne peut pas suspendre, dit-elle, suspendre le temps de l'histoire de ces documents, de ces images. Il faut tenir compte de toute leur réinterprétation au fil du temps et de toutes leurs modifications. Or, les fresques du bon gouvernement d'Ambrogio Lorenzetti, du début du XIVe siècle, la première moitié du XIVe siècle, dès le XIVe siècle, ont été retouchées. Elles l'ont été davantage encore à d'autres époques, jusqu'au XIXe siècle, à l'époque du Risorgimento, où elles sont apparues comme une sorte d'emblème de la nouvelle idéologie de l'unité italienne et de l'État constitutionnel. Donc les spectres, ou aussi, dit-elle, les palimpsestes, ce sont ces images qui sont faites en fait de couches superposées parce qu'elles ont été retouchées. Et elle développe enfin, en même temps, du point de vue du pouvoir, une autre hypothèse encore, c'est qu'on ne peut pas opposer brutalement, comme on le fait d'habitude, ou trop souvent, le pouvoir communal qui a commandité ces fresques et le pouvoir seigneurial qui n'est pas seulement l'ennemi qui va reprendre le pouvoir à Sienne comme à Florence à la fin du siècle, mais comprendre dans l'image même du pouvoir communal déjà la présence du prince. Et ce prince, elle le dira tout à l'heure, c'est l'Angevin, le roi angevin Charles de Calabre, ou son héritier. Avant de l'entendre, je dis encore quelques mots des autres intervenants, puisqu'ils vont parler les uns à la suite des autres. Pierre-Olivier Dittmar, de l'École des études en sciences sociales, a travaillé et travaille sur l'humain et le non-humain. Et parmi les non-humains, bien sûr, il y a les animaux, mais pas seulement les animaux. Il s'intéresse beaucoup à tous les aspects techniques, en particulier de la culture, et notamment de la culture médiévale, mais pas seulement. Très versé aussi sur tous les usages contemporains des images et des objets de façon générale. Alors si je lui ai demandé de se joindre à nous, c'est parce qu'il est le co-éditeur, entre autres livres, d'un livre qui vient juste de paraître aux presses universitaires de Rennes, qui s'intitule « Images de soi dans l'univers domestique ». Un livre qui, à travers des images bien particulières, relie deux problématiques, celle de
l'individu, pourrait-on dire, sommairement, ou en tout cas de l'identité individuelle et collective, et celle de la maison. Alors cette question est extrêmement neuve parce que les images de la maison, ou certaines d'entre elles, n'ont été vraiment redécouvertes que récemment. Très rapidement, on pourrait dire qu'à Rome, bien sûr, vous connaissez tous Pompéi, Herculanum, les images sont très présentes dans les maisons. Mais pendant le Haut Moyen-Âge, pour autant qu'on soit informé, ceci disparaît. Et ces images, l'usage des images généralisées ne réapparaît d'abord que dans les églises, à partir de l'époque carolingienne surtout, et puis dans l'espace domestique, à partir du XIIIe siècle, et puis surtout à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et nous vivons en somme sur cet héritage. Quand nous mettons des tableaux au mur, quand nous mettons des portraits de famille sur l'étagère, quand nous mettons même des petites images autocollantes sur le frigidaire, tout ceci, c'est l'image dans la maison. Et c'est au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, que cela commence. Et parmi ces images, il y a des images du plafond. À vrai dire, ce sont les mieux conservées. Celles du sol, naturellement, ont davantage disparu. Et sur ces plafonds peints, Pierre-Olivier et Dietmar travaillent beaucoup avec toute une équipe, travaillant notamment de façon internationale entre la Catalogne et l'Italie du Nord, en passant par le Languedoc et la Provence. Et c'est un des résultats de cette enquête collective qui est présenté dans Images de soi dans l'univers domestique, à propos de ces peintures de plafond dont il va parler. Enfin, la troisième intervention, celle de Thomas Goldsen de l'Université de Lille. Thomas Goldsen est lui l'auteur d'un livre très récent aussi sur un peintre de la fin du XVe siècle, Carlo Crivelli. Carlo Crivelli, et il a donc publié ce beau livre, Carlo Crivelli et le matérialisme mystique. Matérialisme mystique, une expression évidemment qui semble contradictoire et qui nous interroge, au Quattrocento, publié aux presses universitaires de Rennes également, mais dans une autre collection. Alors ici, on n'est plus dans l'image dans un lieu particulier, naturellement, sinon le lieu qui serait le musée, naturellement, mais c'est plutôt, je dirais, l'image qui fait lieu. Comment l'image se construit pour être un lieu elle-même, et un lieu qui interpelle le spectateur qui la regarde aujourd'hui dans un musée, après l'avoir regardée pendant des siècles dans une église, voire dans un palais, mais très souvent dans des églises. Car Crivelli, montre-t-il dans son livre, n'est pas tant le peintre de la représentation au sens d'Alberti, de la perspective géométrique du XVe siècle, du début du XVe siècle, mais pourrait-on dire plutôt le peintre de la présence, de la présentification, et comment la peinture, sous le pinceau de Crivelli, entre véritablement dans l'espace social et interpelle le spectateur. Comment, par exemple, par des légumes accrochés dans la toile, par des objets votifs qui se collent, semble-t-il, en trompe-l'œil sur la toile, comment, par de somptueux ornements qui semblent contredire la piété, la dévotion qui est appelée de la part du dévot, comment tous ces ornements viennent établir un contact et appeler une réaction du chrétien face à ces tableaux qui sont des retables pour l'essentiel. Voilà à peu près les trois, très sommairement présentés, les trois directions dans lesquelles nous allons nous orienter. Vous voyez, autour d'images médiévales et Renaissance, mais évidemment toujours avec une préoccupation beaucoup plus large, une préoccupation d'aujourd'hui, je dirais, parce que la problématique du lieu et de l'image est naturellement une problématique de tous les temps, et elle nous interpelle aujourd'hui toujours. Voilà, je passe maintenant la parole à Rosa Maria Dessi. Bonjour à toutes et à tous. La salle où j'ai l'honneur de prendre la parole est une salle très intimidante par sa taille. Elle fait 30 mètres de long et par la présence de, si j'ai bien lu, 6000 fleurs de lys dorées sur fond d'azur.
Autrefois, au Moyen-Âge, on aurait parlé des jardins célestes. L'héraldique royale est comme un jardin céleste qui protège les habitants et les lieux. Mais je ne vais pas parler de lieux peints en France, mais des lieux peints en Italie. Il fut un temps où l'Italie était prête à, comme vous voyez dans cette image, c'est un manuscrit du XIVe siècle, l'Italie était prête à s'incliner devant le roi Robert d'Anjou, roi des Siciles et de Jérusalem. Donc, comme vous le voyez, il est assis sur un trône et entouré de fleurs de lys. Et il fut un temps où la statue de Robert d'Anjou était démantelée au moment justement de l'unité italienne. Montaigne a eu le temps de la voir, de l'observer, et lors de son voyage l'a décrit. Il est à Prato, donc, il dit « Sur la porte de ces palais est une grande statue couronnée tenant le monde en sa main et à ses pieds, Rex Robertus. » Ils disent là que cette ville, la ville de Prato, a été autrefois à nous. Les fleurs de lys sont partout. La statue, donc, n'est plus là, on ne la voit plus. Il reste cet édicule entouré avec la paroi pleine de fleurs de lys, et la statue est disparue. Montaigne n'avait pas encore lu Michel Pastoureau, et donc il ne prêtait pas attention aux couleurs. Et il aurait dû quand même faire une distinction entre les fleurs de lys rouges de la ville de Prato et les fleurs de lys dorées. Palais communaux, donc on va se déplacer dans un autre palais communal, les palais communal des Siennes, très connu, qui donne sur les Campos, dans une salle un peu moins intimidante, mais tout de même, qui garde tout de même les peintures du Moyen-Âge, et qui était donc une salle aussi du pouvoir, parce que c'était une salle où les magistrats de la ville se réunissaient. Sur la paroi la plus courte de cette salle dite de la Mappemonde, on se donne à voir la Vierge, la Maestà de Simone Martini, peinte entre 1314 et 1321. Alors si j'attire, je ne peux pas évidemment décrire cette image, mais j'attire l'attention sur un détail. Les détails et ces baldaquins. Et sur ces baldaquins, on voit plusieurs blasons. L'héraldique royale, justement, capétienne, les fleurs de lys, un peu fanées, à vrai dire, au Moyen-Âge, probablement au XIVe siècle, en tout cas quand Simone Martini a peint la Maestà sur ses parois, l'impact était différent, on voyait bien mieux les fleurs de lys dorées. Donc mélange entre l'héraldique royale capétienne angevine et l'héraldique de la ville de Sienne avec les blasons, la balzane noire avec les couleurs noires et blanches. Dans les livres Les spectres du bon gouvernement, artistes, cité communale, seigneurs angevins, Otrecento, j'ai étudié plusieurs documents des archives, des textes écrits, donc des archives, mais aussi des images, et notamment donc les images de pouvoir, les images publiques qui se donnent à voir dans ces palais communaux, et parmi donc les plus célèbres, bien sûr, les palais communal des Siennes et la fameuse fresque du bon gouvernement qui se trouve qui donne à voir dans la salle de la paix. Après les études, les interprétations de Nicolai Rubinstein, de Kinsi Skinner et de Chiara Frugoni et Maria Monica Donato et de Patrick Boucheron, je propose à mon tour une nouvelle interprétation. Cette nouvelle interprétation prend en considération, donc, comme Jean-Claude Schmitt le disait tout à l'heure, la transformation des images, l'évolution des images, c'est-à-dire les palimpsestes. Donc les palimpsestes, ce sont ces images qui ont été transformées. Là, vous en avez une série que j'ai étudiée, donc des images qui ont évolué. Il y a plusieurs couches des peintures, des images où, si on les regarde, on se pose devant, on peut voir la Vierge qui est agrippée à une couronne, mais qui a été repeinte, dont la tête est tournée de l'autre côté, et une autre image en bas que je ne peux pas non plus décrire. Enfin, une série de palimpsestes, des images qui nous troublent par la présence par son contenu étrange. Alors ces palimpsestes, si on utilise ces palimpsestes, on voit aussi des graffitis, on voit plein de choses
à la lumière rasante, mais il est intéressant aussi de comparer ces palimpsestes à toute une série de documentations écrites, comme les rapports de restauration, mais aussi les photos. Là, vous avez une série de photos noir et blanc, l'argentique, les premières photos à l'argentique. On peut le comparer avec les photos que l'on trouve aujourd'hui dans les beaux catalogues du livre d'art, et on s'aperçoit donc que ces images n'ont pas évolué comme un long fleuve tranquille, et qu'elles ont donc elles ont été transformées. J'appelle donc spectres d'art des objets figurés qui ont été transformés en raison de la puissance de ces images. Alors, un de ces, peut-être les palimpsestes qui est les plus troublants, il faut savoir que on a du mal aussi, ce sont des palimpsestes qui dérangent parfois les historiens de l'art et qui troublent les regards parce que, comme vous le voyez ici, l'image que nous voyons encore, la peinture que nous voyons aujourd'hui dans une chapelle d'une église près des Siennes et Montesiepi est une image, est une vierge à 3 bras. Donc on ne peut pas, en regardant ces palimpsestes, on ne peut pas ne pas voir la temporalité de cette image. On ne peut pas voir une image à une vierge à 3 bras. Dans un premier temps, en fait, ce que vous voyez, la première image en noir et blanc, dans un premier temps, Ambrogio Lorenzetti, en 1334, avait peint un personnage couronné avec un sceptre et un globe. Par la suite, l'image a été transformée par un artiste quelques années après la mort de Lorenzetti. Et donc, cette transformation est instantatoire dans la mesure où l'artiste a laissé le troisième bras, les bras avec un sceptre. Donc, pour montrer cette transformation volontaire. Elle est devenue donc une vierge à 3 bras. Donc il faut commencer à prendre au sérieux ces images palimpsestes, ces palimpsestes et ces spectres de l'art, à en tenir compte. On ne peut pas négliger le fait que toutes ces images-là ont été transformées. Je pense donc à l'image que nous avons vue tout à l'heure, la Vierge, la Maestà de Simone Martini dans le palais communal de Sienne, mais aussi une autre Maestà, qui est la Maestà de Lippomame Memmi, peinte dans un autre palais public qui est le palais de San Gimignano, toujours en Toscane. Et puis donc, pour terminer, bien sûr, les fresques du bon gouvernement. Alors, il faut savoir que ces fresques donc, ont été effectivement, forcément, donc on serait naïf si on s'imaginait que ces images sont telles que nous les voyons, ont été peintes au Moyen-Âge, elles sont restées telles quelles aujourd'hui. C'est évident, donc les passages du temps les a transformées, mais aussi l'action des hommes. Ces palimpsestes nous font réfléchir aussi sur les théories des restaurations et sur les techniques des restaurations. Les restaurations ont eu lieu en XIXe siècle une première fois, et puis donc deuxième importante campagne de restauration en 1950, dirigée par les grands écrivains, poètes, restaurateurs, historiens de l'art, qui est Cesare Brandi. Alors, Cesare Brandi avait appliqué, en fait, d'une certaine manière, au Trecento, aux artistes restaurateurs du Trecento, les valeurs qui sont encore aujourd'hui les nôtres de sauvegarde de l'œuvre d'art, de la singularité de l'œuvre d'art. Alors que cette question doit être posée, c'est-à-dire dans quelle mesure ces valeurs-là étaient vraiment les valeurs encore des artistes du Moyen-Âge. Est-ce que les restaurateurs du Moyen-Âge tenaient compte de cela quand ils sont mis à repeindre, à transformer les images? Est-ce qu'ils ont tenu compte quand l'image était abîmée, de la reconstruire et de la reconstituer selon le modèle précédent? Bien, je pense que non, qu'effectivement, ces images ont été transformées, donc il y a eu une sorte de récémentisation des images.
Et donc là, vous voyez sur la droite, c'est la photo du rapport de restauration de Cesare Brandi. Et sur la droite, vous voyez cette partie qui a été repeinte en 1355 par un artiste qui s'appelait Andrea Vanni, donc un Siennois. Et sur la gauche, vous voyez, donc pour revenir à ce fil conducteur qui est les fleurs de lys, vous voyez, je vais pas, donc je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est pas très visible, mais sur les murs ouest de ces fresques, on voit de fleurs de lys qui ont été donc restaurées tout récemment en 1980. On les voyait en 1860, on les voyait encore en 1950, et aujourd'hui on voit qu'il y a des traces. Donc cette histoire est assez complexe, et je trouve qu'il faut vraiment, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de débat, si vous voulez, sur ces transformations. Il n'y a pas eu de discussion vraiment sur les raisons de ces répins. Alors que les raisons de ces répins, on peut les trouver dans la puissance de ces images, la puissance surtout des images qui donnent à voir un personnage couronné. C'est le cas de la Vierge à trois bras, celle qui est devenue la Vierge à trois bras, qui était un personnage couronné, mais c'est le cas aussi de la statue de Charles d'Anjou, qui se trouve aujourd'hui à Rome, qui a perdu les globes, qui a perdu les sceptres et qui a perdu les fleurs de lys. Il s'agit aussi d'une autre peinture par Simone Martini qui se trouve dans la basilique d'Assise et qui a été aussi, dont on voit difficilement les fleurs de lys et qui a trois pieds en fait. Et encore l'image restaurée, une peinture restaurée par Benozzo Gozzoli dans la Maestà de San Gimignano, et encore donc un autre personnage, qui était couronné, qui a perdu sa couronne et qui se trouve dans le musée du Bargello à Florence. Alors pour revenir aux fresques du bon gouvernement, mon hypothèse est que, étant donné donc toutes ces restaurations diverses et variées, cette partie qui était à droite du mur nord qui était entièrement refaite, je pense qu'on peut suggérer que l'image du vieillard a été transformée. C'est un palimpseste, ça c'est certain. On voit les traces d'une couronne, donc il a en fait deux sortes de coiffes. Il est donc coiffé d'un chapeau de magistrat et on aperçoit une couronne. Les médaillons qu'il avait devant lui étaient probablement au départ, il est un peu bizarre, je les compare ici à la statue du monument funéraire qui se trouve à Santa Chiara à Naples de Robert d'Anjou. Probablement il avait un globe, c'est en tout cas mon hypothèse. Et donc l'autre hypothèse, c'est que les murs ouest pourraient représenter une ville réelle, une ville idéale dans le sens négatif du terme, parce que comme on le sait, c'est une ville qui est en proie à la tyrannie, mais une série de documentations d'archives me fait penser qu'il s'agit d'une ville, la ville de Grosseto, que les Siennois tentaient de soumettre. Et voilà, donc pour terminer, cette image palimpseste qui effraie et qui rassure tout à la fois, parce que elle a donc ces médaillons. On voit la Vierge Marie qui est représentée Sienne, et je l'ai comparée avec l'écu des guerriers grecs qui étaient porteurs d'épouvante, avec cette image donc qui a été prise dans un article de François Lissarag. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a bien compris que les images se transforment au fil du temps et sont transformées en fonction même de l'évolution et des transformations du lieu, de ce lieu de pouvoir dont le sens a évidemment changé au fil des siècles. Alors je laisse maintenant la parole à Pierre-Olivier Dittmar. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ce que je voudrais vous présenter, comme l'a annoncé Jean-Claude Schmitt, c'est un nouveau type d'image, un nouveau type de lieu qui accueille les images, qui est donc l'espace de la maison. C'est un espace qui est relativement nouveau, dans le sens où pendant des années, les lieux qui ont été moteurs dans l'analyse des images, ça a été beaucoup les lieux ecclésiaux, les églises, et les lieux de pouvoir, comme Rosa Maria vient de le présenter.
Or, en effet, depuis quelques années, des images sont apparues, des images nouvelles, dans des maisons du Moyen-Âge, et qui nous ont amenés à nous poser une nouvelle question, qui est comment l'Occident, comment nous-mêmes avons-nous appris à vivre avec des images, à cohabiter avec elles. C'est-à-dire que fait une image à son lieu, que fait une image quand on la met, disons, dans le lieu où l'on dort, dans le lieu où l'on mange. Quel est ce rapport particulier aux images dans l'espace de vie? Ah, pardon, il y a ça. Merci. Alors pour ça, on pourrait dire qu'il s'agit d'une question très large, une question anthropologique, dans le sens où, de même qu'il existe des sociétés à masques, des sociétés du don, il existe des sociétés à images domestiques. Donc le Mexique, disons, précolombien, fait partie de ces sociétés de l'image domestique, de ces sociétés qui vivent avec des images, comme en fait partie, disons, le Japon médiéval, du long Moyen-Âge japonais, et comme en faisait partie l'Antiquité gréco-romaine. Mais effectivement, s'il y a tous ces comparables qui existent pour notre question, nous sommes face à une question plus précise que l'on doit comprendre, qui est l'explosion, l'émergence des images dans des quantités inouïes à la fin du Moyen-Âge dans l'espace domestique. Le lieu dans lequel on se trouve témoigne déjà de cette saturation, disons, décorative, mais qui est aussi une décoration parfois figurative, comme vous voyez dans cette image célèbre des trésors du duc de Berry, où vous voyez que les figures représentées sur la tapisserie dans le fond, qui représentent la guerre de Troie, semblent surgir dans la salle du banquet. Et cette image nous permet de se figurer l'ensemble de l'horizon visuel domestique, les tapisseries donc, mais de façon sans doute plus commune, les toiles peintes, comme on peut en trouver au musée des Beaux-Arts de Reims, qui coûtaient moins cher. Il y a aussi les cheminées, les vitraux, je passe sur ces exemples qui viennent ici du palais Jacques-Cœur. Et enfin, Jean-Claude l'a évoqué, les plafonds. Donc c'est ce type d'image que l'on découvre, donc des petites images qui sont situées entre les poutres et les solives et qui présentent des images absolument nouvelles et parfois surprenantes. Elles posent notamment une question qui est l'homogénéité entre un propriétaire et le décor qu'il commande. Ici, on est dans la maison de l'archevêque de Narbonne, qui est une des plus grandes puissances ecclésiastiques du XVe siècle. Et vous voyez que les images qui sont représentées sur son plafond, disons, ne tiennent pas un discours religieux particulièrement édifiant. Il y a toute une réflexion sur le souffle, les différents types de souffle que l'on voit ici. Ou encore cette iconographie courtoise que l'on trouve sur son plafond. De manière encore plus surprenante, à quelques kilomètres de là, dans ce qui était l'ancien presbytère du petit village de La Grasse, dans les Corbières, on trouve toute une série d'images de prostitution, avec notamment cette image d'une femme en train de se raser le pubis, qui effectivement pose aussi la question du statut de ces images dans ces lieux-là. Je vous montre encore ces images-là, qui, elles, sont issues d'une maison de marchands du village de Montagnac, à côté de Pézenas, où vous voyez toute une série de personnages féminins qui, ici, montrent ses seins à un fou. Et cette autre image, qui, dans le contexte de ce plafond, peut être identifiée comme une dispute conjugale. Et je vous laisse imaginer les ressorts qui sont en jeu dans cette image. Ces images nous intriguent. Quel est le sens de payer un peintre, de le payer cher, pour, dans une maison qui est quand même d'un certain niveau, une maison bourgeoise si l'on veut, représenter des scènes de violence conjugale, des scènes obscènes ou intimes. C'est des questions que l'on découvre depuis quelques années et pour lesquelles on peine encore à répondre, mais qui nous mettent au travail. Par contre, ce que l'on comprend mieux, c'est la place de l'héraldique dans ces images qui est extrêmement présente. C'est presque la moitié des images qui sont présentes dans les plafonds peints et qui mettent en scène un véritable réseau social, tout le réseau d'alliance des individus qui tournent autour de cette maison, des maisons. Alors,
vous voyez que là, on est descendu un petit peu dans la gradation. On était parti d'images très riches, et là, on est dans des maisons de marchands. Mais à la fin du Moyen-Âge, l'image se diffuse partout, notamment par le biais d'imprimés. On peut acheter pour un pfennig, on nous apprend à la fin du Moyen-Âge, donc des petites feuilles imprimées que l'on trouve parfois représentées en détail. Mais il faut se dire que le marché de l'image existe de longue date et dès le XIIIe siècle, on peut aller acheter des images sur un marché, des images qui ne sont pas commandées, comme on le voit ici à Jérusalem. Je passe un peu plus vite. Comment comprendre cet horizon visuel? On a quelques pierres de Rosette. Une d'entre elles est la maison d'un marchand italien, qui est Francesco d'Attini, qui a eu la gentillesse de nous léguer des archives fantastiques, notamment toute une série de devis. C'est quelqu'un qui négociait le moindre prix, mais grâce à ça et grâce à son palais qui est resté quasiment dans l'état du XIVe siècle, on peut avoir une idée effectivement des enjeux qui se trouvaient autour de la commande d'images dans l'espace domestique à ce moment-là. Mais je voudrais insister sur un aspect, qui était la question que nous avait posée Jean-Claude, sur qu'est-ce que les images font au lieu. Je dirais que les images elles-mêmes créent des temps et des lieux. C'est-à-dire qu'il y a un lieu dans l'espace domestique qui est singularisé par les images, c'est l'espace où l'on dort, c'est la chambre. Et dans ce lieu-là, les images ont une particularité, c'est d'être mobiles. Il s'agit de lieux où les images s'ouvrent et se ferment, comme le livre d'heures que vous voyez représenté ici, comme les retables de ce type-là, que l'on voit d'ailleurs mis en abîme, représentés au fond du lit. C'est des images qui créent des temps, dans le sens où, effectivement, elles marquent le temps de la prière, elles transforment l'espace, le temps où on ouvre ces images, puis elles le referment au moment où on ferme ces images, où ici, le donateur se superpose à la Vierge. Et je ne peux qu'évoquer ici, surtout en présence de Dominique Cagnapra que je vois ici, le processus qui est à l'œuvre, disons, dans ce phénomène, qui est un processus, disons, de sacralisation du domestique, notamment par le biais des images d'annonciation, où la maison de la Vierge devient un lieu doté d'une sacralité nouvelle, dans lequel la dévotion, notamment, peut, disons, s'effectuer. Et ici, je voudrais insister sur une dimension importante qu'il ne faudrait, à nos yeux, pas considérer qu'il y a un processus, disons, de sécularisation de l'image comme on l'imaginait avec Georges Duby, où on passe du temps du monastère au temps de la cathédrale, au temps du palais, dans un processus de laïcisation globale de la société. Les intérieurs où l'on trouve le plus d'images religieuses sont les images du XVIe siècle, où on a au contraire une entrée des images religieuses dans l'espace domestique qui, disons, prend une nouvelle importance à la fin du Moyen-Âge. Alors en 3 minutes, je veux simplement évoquer 2 derniers aspects. Réfléchir ensemble sur la question de l'intériorité. C'est-à-dire que ces images d'intérieur sont aussi des images d'une intériorité. Et la métaphore de la maison comme en tant que corps, avec la façade qui est une face, est quelque chose qui est extrêmement diffusé au cours du Moyen-Âge, où l'idée même des arts de la mémoire, la structuration de la mémoire est de façon générale pensée comme étant un lieu domestique où les différents lieux dont on doit se rappeler sont représentés comme différentes pièces sur lesquelles on peut accrocher des souvenirs ou les enlever, comme vous devriez le voir ici si l'image était un petit peu moins contrastée. Deuxième réflexion conclusive, ces lieux proposent des images de soi. On se présente dans son lieu par son décor, comme on le fait aujourd'hui dans son décor domestique. Je passe sur ces images. Mais malheureusement, ces images représentent des collectifs, elles représentent le propriétaire masculin, elles représentent des couples, comme on l'a vu précédemment, mais elles ne représentent pas tout le monde. Ces lieux de vie, qui sont toujours des lieux collectifs, où il y a de la domesticité, où il y a quelqu'un qui vient s'occuper des chevaux, il y a quelqu'un qui vient faire la cuisine, tout ce personnel-là qui vit dans ces maisons n'accède pas à l'image. Et on représente plus volontiers les animaux de la maison que, effectivement, cette population, qui est peut-être aussi importante que la famille elle-même, et qui vivait sous ces toits-là. Ou s'ils sont représentés, c'est de façon insultante. Et pour conclure cette conclusion, je voudrais simplement insister sur le fait que l'espace domestique
accueille des images, mais que cet espace évolue. Il y a une série de lieux qui apparaissent au cours du temps, des lieux spécifiques pour l'image, comme le cabinet de curiosité, qui apparaît à la Renaissance, comme, disons, les cabinets d'artistes, où dans les intérieurs bourgeois, les miroirs se multiplient pour refléter l'image de soi d'une version plus narcissique que l'était la version médiévale. Et arrive aujourd'hui dans des lieux les plus improbables comme les portes de frigo qu'a évoqué Jean-Claude Schmitt ou encore les toilettes c'est une des bonnes raisons de faire de l'histoire, c'est que ça autorise à photographier les toilettes des copains et il faut réfléchir à pourquoi ces lieux deviennent-ils des lieux d'image, quel est le sens de ces migrations. Et en dernier lieu, on doit interroger la virtualisation de ces images. C'est-à-dire, dans une chambre d'adolescent, aujourd'hui, est-ce que c'est encore les murs qui représentent une extension de soi, comme ça a pu l'être dans les années 60 ou les années 70 ? Est-ce que c'est encore cette chambre dans laquelle les parents peuvent entrer sans qu'ils en aient l'autorisation ? Ou est-ce que c'est sa page Facebook ou son compte Instagram, sur lequel il maîtrise très précisément l'image de soi qu'il veut donner ? Et peut-être que l'espace d'intimité est aujourd'hui devenu un espace virtuel. Merci beaucoup. Et donc on retiendra ce double mouvement à la fois de domestication de l'image par la maison, qu'il appelle à partir d'une certaine époque, et en même temps de sacralisation de la maison par l'image qui y entre. Et je rajouterai à cela la dimension temporelle, une fois encore, c'est-à-dire la transformation de ces images et de ces lieux, en pensant notamment à ta conclusion, c'est-à-dire où est l'image aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours cette image matérielle ou est-ce que ça n'est pas davantage l'image virtuelle que chacun peut actionner sur son téléphone portable? Alors je passe maintenant la parole à Thomas. Non, mais avant de lui passer la parole, je lance un appel, puisque vous êtes très nombreux. Si vous avez connaissance de plafonds peints du XVe ou du XVIe siècle, manifestez-vous, dites-le nous, car nous sommes très collectivement à la recherche, naturellement, de tous ces nouveaux plafonds, toutes ces nouvelles images que l'on découvre, je peux vous le dire, presque tous les jours, notamment en Languedoc. Alors, je passe la parole à Thomas Goldsen pour la troisième intervention. Bonjour. Alors, voilà. Moi, je vais vous parler du travail de recherche que j'ai fait sur Carlo Crivelli, qui est un peintre de la génération de Botticelli à peu près, mais beaucoup moins connu. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé dessus, c'est parce que précisément, à mon sens, il fallait l'étudier parce que il était moins connu et parce que on l'avait pas beaucoup étudié en histoire de l'art, au sens où il posait des problèmes méthodologiques à l'histoire de l'art elle-même comme discipline. Et donc ce que je vais essayer de vous proposer ici, c'est de réfléchir sur cette question méthodologique à partir de la question du lieu de l'image, d'abord en posant une question à l'inverse de celle que nous proposait Jean-Claude Schmitt, c'est-à-dire non pas qu'est-ce que l'image fait au lieu, mais qu'est-ce que le lieu fait à l'image. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé d'abord problématiser la chose en parlant de la marginalité. En fait, Carlo Crivelli, c'est un peintre marginal, c'est un peintre qui a habité les marges de l'histoire de l'art. Alors, c'est d'abord des marges géographiques, puisqu'il a travaillé, donc c'est un Vénitien, mais il a travaillé dans la Marche d'Ancône, donc par ici, c'est-à-dire une région qui est un peu délaissée par l'histoire de l'art, puisque c'est ni Florence, ni Venise, ni Rome, et qui même aujourd'hui n'est pas une région énormément touristique pour l'art, mais plutôt pour la mer. Mais c'était ça qui était intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'était une région qui était relativement parlant assez vierge historiographiquement si on la compare à Florence ou à Venise. Et pourtant, c'était une région qui au XVe siècle était très riche parce qu'elle était au carrefour entre le royaume de Naples au sud, Rome et la Toscane à l'ouest, au nord Venise et à l'est la côte dalmate. Ici, avec plus loin l'Empire byzantin. Donc c'était vraiment un carrefour extrêmement dynamique avec plein de petites cités qui rivalisaient toutes les unes
et les autres. Donc c'était intéressant. Je vous montre une photo de la ville d'Ascoli Piceno, à quoi ça ressemble aujourd'hui, qui n'a pas tellement changé depuis le XVe siècle. Et donc c'est dans ce décor-là qu'a travaillé Carlo Crivelli. Donc il y a d'abord un décalage, un décentrage géographique que ça permettait d'accomplir, et ça s'accompagnait aussi d'un autre décentrage, dans la mesure où généralement les historiens de l'art, quand ils étudient l'art de cette région, disent que c'est une région retardataire, une région provinciale, et donc où il subsisterait des formes un peu archaïques de peinture. Or, mon parti pris, ça a été d'étudier le travail, l'œuvre de Carlo Crivelli, non pas comme une région, comme une œuvre qui manifesterait ce relatif retard par rapport aux soi-disant avant-gardes florentines notamment, mais plutôt d'inverser le point de vue et de dire qu'au lieu donc que ça soit une région en retard, c'était une région qui manifestait quelque chose comme le point culminant d'un certain Moyen-Âge, le point culminant de la culture de l'imago, sur laquelle Jean-Claude Schmitt a beaucoup travaillé, et qui nécessite d'approcher les images d'une manière plus historique et d'une manière plus anthropologique et d'une manière peut-être moins passant par l'histoire des styles. Par exemple, dans cette région de la Marche d'Ancône où travaillait Crivelli, c'est là où avait lieu le principal pèlerinage d'Italie au XVe siècle, le pèlerinage de la Vierge de Lorette, qui était une image dont la légende s'est mise en place précisément au XVe siècle, et cette légende disait que la maison de la Vierge de Nazareth aurait volé de la Palestine jusqu'à la côte adriatique et se serait installé à Lorette, et qu'on aurait commencé à la vénérer depuis cette époque. Et en fait, ce qu'on vénérait, c'était une image qui se trouvait dans cette maison, une image de la Vierge à l'Enfant qui aurait été peinte par Saint Luc l'évangéliste lui-même. Et donc à partir de là, tout un culte s'est formé autour de cette église, de cette image, et ça a généré un pèlerinage absolument gigantesque tout au long du XVe siècle. Donc il faut bien penser qu'à cette époque-là, les images les plus puissantes, c'est pas les œuvres d'art de Botticelli ou de Léonard de Vinci. Les images les plus puissantes, ce sont les images de culte. Ce sont les images qui génèrent un pèlerinage. Et parmi les principales images de culte de l'époque en Italie, eh bien, il y avait précisément la Vierge de Lorette et d'autres dans la Marche d'Ancône. Et je vous montre un exemple de l'écho que ça pouvait avoir sur la peinture de Carlo Crivelli. À gauche, vous voyez un tableau de Crivelli, et à droite, une de ces images de culte d'une ville de la région qui s'appelle Camerino, une image de culte beaucoup plus ancienne. Et Crivelli a peint pour le maître-autel de la ville de Camerino, pour le maître-autel de la cathédrale de Camerino, il a peint tout un retable dont le panneau central reprend la composition de la Vierge miraculeuse d'une autre église où elle était conservée. Il la reprend, il reprend la composition, mais il ajoute aussi quelque chose, c'est une façon de mettre en scène le culte lui-même. Vous voyez, en bas de la Vierge à l'Enfant en trône, il y a ici un cierge, il y a des fleurs, il y a un vase, c'est-à-dire qu'il met en scène le culte, les objets qu'on déposait devant l'image de la Vierge à l'Enfant, donc comme une sorte de mise en abîme en fait du culte rendu à l'image. Et donc mon hypothèse, c'est que Carlo Crivelli en fait cherche à intensifier la puissance de sa peinture en prenant exemple sur les images de culte qui étaient vénérées dans la région. Alors, un autre aspect de ma recherche a consisté à montrer que l'histoire de l'art traditionnellement en Italie, surtout pour la Renaissance, est toujours construite sur l'idée des écoles locales, l'école florentine, l'école vénitienne, etc. Or, la peinture de Crivelli, elle échappe à ce localisme parce que c'est un peintre nomade. C'est un peintre vénitien, mais en fait, il n'a pas beaucoup travaillé à Venise, il n'a pas arrêté de voyager, et au fur et à mesure qu'il voyageait, il découvrait des nouvelles techniques, il découvrait des nouveaux styles. Je vous donne un ou deux exemples. Donc à gauche, vous voyez
une peinture de Crivelli datant de ses débuts. C'est l'époque où on pense qu'il est très proche de l'école de Padoue, des peintres par exemple comme Mantegna ou comme Marco Zoppo, dont vous voyez une peinture à droite. Et puis à Venise, il a aussi découvert la peinture byzantine, la peinture d'icône. Donc là, vous voyez une autre Vierge à l'Enfant de Crivelli ici, où vous voyez ce revêtement du manteau de la Vierge. En fait, c'est un revêtement métallique. Et ça, l'idée de recouvrir par un manteau métallique la Vierge à l'Enfant, c'est une technique byzantine qu'on retrouve par exemple dans cette icône byzantine qui se trouve à Fermo. Fermo, c'est une autre ville de la Marche d'Ancône où Crivelli est resté un moment. Et en fait, tout le décor autour de la figure est entièrement un panneau métallique. Encore un exemple, donc sa peinture, elle assemble des styles qui sont vraiment très très hétérogènes les uns avec les autres. Là par exemple, à droite vous avez son tableau le plus connu, l'Annonciation de 1486, qui se trouve maintenant à la National Gallery à Londres. Vous voyez cette magnifique perspective, on dirait un tableau florentin, mais c'est même outrancier par rapport aux critères florentins. Et en fait, il s'est probablement inspiré de ce tableau-là, qui est un tableau peint à Camerino par un peintre de Camerino, qui est lui-même vaguement inspiré d'un modèle issu de Piero della Francesca. Donc toute une transmission de recettes techniques, notamment concernant la perspective, que Crivelli a repris et que, d'une certaine manière, il a amélioré pour montrer à tout le monde qu'il était parfaitement capable de peindre un tableau en perspective avec des effets de trompe-l'œil. Vous voyez la queue du paon qui dépasse ici, le concombre qui lui sert d'une sorte de signature qu'on retrouve dans tous ces tableaux. Donc plein d'éléments comme ça qui manifestent à la fois sa virtuosité et en même temps son originalité. Donc en fait, ça m'a amené à penser sa peinture comme étant le fruit d'un nomadisme. Ça m'a amené à remettre en question l'opposition que l'histoire de l'art de la Renaissance conventionnelle fait entre Moyen-Âge et Renaissance. Le XVe siècle en Italie, c'est toujours considéré comme le début de la Renaissance et la fin du Moyen-Âge, en se basant sur le modèle essentiellement florentin. Et la peinture de Crivelli, qui associe de cette manière différents styles, un style byzantin, un style gothique, un style florentin, etc., me permet au contraire, plutôt que de penser ces différents styles en termes de succession linéaire, chronologique, plutôt les penser en termes d'assemblage géographique. En fait, la peinture de Crivelli est un montage de temporalité, est un montage de style, et c'est aussi de cette manière que je conçois cette époque, le XVe siècle, non pas comme un moment de grande rupture, mais plutôt un moment où plusieurs temporalités coexistent, et il me semble que la Marche d'Ancône, où a travaillé Crivelli, est un bon endroit pour observer justement ce montage de temporalité. Enfin, un dernier aspect que je vais évoquer avec vous, donc comme l'a dit rapidement Jean-Claude Schmitt, il a peint essentiellement des retables, c'est-à-dire des tableaux d'autel pour les églises, et là aussi par rapport aux méthodes traditionnelles de l'histoire de l'art, ça posait un problème. Donc là vous ne voyez pas parce que la photo est surexposée, mais c'est le seul polyptyque de Crivelli qui se trouve encore sur place, dans le Duomo, dans la cathédrale d'Ascoli Piceno. Donc vous voyez l'autel. Bon, ce n'est pas l'autel d'origine, mais bon, en tout cas, elle se trouve dans l'église où il avait été conçu en 1473. Et en fait, les historiens de l'art travaillaient plutôt sur ce genre d'objet. C'est aussi un retable de Crivelli, mais en fait, c'est un faux retable de Crivelli parce que c'est un assemblage qui a été fait au XIXe siècle de deux polyptyques. Et donc le propriétaire, un certain Demidoff, a trouvé bon, il avait acheté plein de tableaux de Crivelli et il a recomposé un énorme polyptyque qui se trouve maintenant à la National Gallery de Londres avec un faux cadre néo-gothique qui avait été reconstruit aussi au XIXe siècle. Et donc les historiens de l'art travaillent d'habitude sur les œuvres telles qu'elles sont exposées dans les musées, détachées de leur contexte d'origine, détachées de leur lieu d'origine, et c'est absolument capital pour comprendre la peinture de Crivelli, entre autres, de les replacer dans ce lieu d'origine. Parce qu'un retable, c'est pas n'importe quelle image, c'est d'abord une image de dévotion, une image qui sert d'appui au rituel de la messe, de rituel de la prière, et donc il faut comprendre comment est-ce que cette image s'inscrit dans ces rituels. Alors,
un autre aspect de la question, donc là vous avez face à vous le couronnement de la Vierge, c'est sa dernière œuvre signée qui date de 1493, qui se trouvait dans une église franciscaine à Fabriano. Fabriano, encore une autre ville de la Marche d'Ancône, une église des franciscains de l'Observance. Les franciscains de l'Observance étaient à l'époque les plus rigoristes, c'était vraiment des intransigeants. Ils voulaient revenir au strict message de François d'Assise, c'est-à-dire la pauvreté, l'observance de la pauvreté. Or, un paradoxe, c'est que la peinture de Crivelli est très très luxueuse, elle est très ornementale. Et donc là aussi, il y a une question qui se pose quant au lieu, c'est qu'est-ce que font ces peintures extrêmement luxueuses et ornementales dans des lieux consacrés d'une certaine manière au culte de la pauvreté? Est-ce que ça ne rentrait pas en contradiction avec l'esprit et avec les messages qui étaient portés par les franciscains ou par les dominicains, pour lesquels il avait peint aussi de nombreux retables? Mon hypothèse, c'est que en fait, il ne faut pas penser la religiosité de l'époque en termes d'opposition entre le spirituel et le matériel, entre des moines qui consacreraient toute leur vie à la prière et à l'exercice de la spiritualité, et d'autre part des laïcs qui seraient un peu enfermés dans leur vie matérielle, dans leur vie quotidienne et détachés de la religion. Ça, c'est une vision moderne, c'est une vision anachronique, je dirais post-tridentine, enfin du XVIIe siècle, cette coupure entre le matériel et le spirituel. Mais au XVe siècle, ce que j'ai appelé le matérialisme mystique, c'est une façon de penser le spirituel et le contact avec le divin de manière matérielle. Et le luxe des tableaux de Crivelli est en fait une façon de penser le paradis. C'est-à-dire que ces tableaux, ces retables sont des espèces de visions du paradis tels que se le représentaient les fidèles, tels que se les représentaient les franciscains du XVe siècle. Et vous avez de nombreux témoignages de ça, de nombreux récits de visions, par exemple dans les textes franciscains, qui racontent que un frère qui va au ciel, eh bien, voit Saint François, Jésus et tous les autres saints avec des manteaux recouverts de pierreries, et le paradis lui-même qui est aussi beau qu'un espèce d'hôtel 4 étoiles, et où tout le luxe possible eh bien, est à leur portée, alors qu'ils ont mené une vie de pauvreté. Et c'était précisément ça leur message, c'était que plus vous serez pauvre dans la vie, et plus vous donnerez à ceux qui sont encore plus pauvres que vous, eh bien, plus vous aurez une récompense matérielle au paradis. Eh bien, je m'arrête sur ça, et nous allons pouvoir discuter. Alors, merci beaucoup d'avoir ainsi conclu sur ce que tu appelles le matérialisme mystique, c'est-à-dire ce paradoxe, cette contradiction apparente, mais qui n'en est pas une, entre les aspects matériels et même luxueux et somptueux de cette peinture et la dévotion de la pauvreté. Je retiendrai aussi le montage de la National Gallery de Londres, parce qu'on a là un très bel exemple, naturellement, de cette adaptation des images remontées dans un lieu particulier qui est tellement important dans notre culture aujourd'hui, qui est le musée. Le musée avec sa sacralité propre, avec naturellement mais aussi ses artifices, ses fictions en images. Et puis, puisque nous avons juste avant parlé de la maison, il ne vous a pas échappé que la maison de la Vierge venait de se loger dans une image. Donc on a à la fois les images qui vont dans la maison, mais aussi la maison idéale, la maison de la Vierge, qui vient dans une peinture d'église. Voilà, alors je crois qu'il est temps maintenant, puisqu'il nous reste un peu moins d'une demi-heure, il est temps d'abord de permettre aux trois intervenants de dialoguer entre eux, de se poser des questions, voire de se critiquer, pourquoi pas trop longtemps quand même, disons 10 minutes, un quart d'heure au maximum, et ensuite, naturellement, nous serons très heureux si vous pouvez poser quelques questions. Qui veut commencer là? Oui, je voulais poser la question.
à Pierre-Olivier Dittmar sur ces peintures et donc sur les restaurations de ces peintures, parce qu'effectivement les lieux, les palais communaux sont aussi des lieux domestiques d'une certaine manière, parce que ces lieux étaient habités aussi par les magistrats, donc des véritables chambres. Donc je me demande aussi s'il n'y a pas eu des peintures qui ont été effacées tout de suite après, et pas simplement des peintures des pouvoirs. Donc quelle est l'histoire de ces images? Merci beaucoup. Alors, il y a, dans la majorité des cas, ces images, elles ont été protégées par des faux plafonds quand le goût, disons, pour cette ornementation est passé. Et donc, au XVIIIe notamment, on a mis des faux plafonds qui, en général, les ont préservés. Mais malgré tout, il y a eu quelques cas de repeint, de changement d'héraldique quand il y a des changements de propriétaires. Mais là où ça intervient le plus, finalement, c'est au XXe siècle. Parce que quand ces plafonds ont été redécouverts, ils ont été, dans quelques cas, préservés. Beaucoup ont été détruits. C'est-à-dire qu'on en a détruit jusque dans les années 2000. On en détruit encore sans doute aujourd'hui. J'ai rencontré une dame qui était très fière d'avoir sablé toute une série d'images du XVe siècle. Et elle expliquait que ça s'enlevait mal à la décolleuse, parce que les pigments minéraux, effectivement, résistent mieux que la peinture moderne. Mais quand ils ont été restaurés, c'est fantastique de voir à quel point ils ont été mal restaurés. C'est-à-dire qu'ils ont été restaurés vraiment par des peintres qui étaient plus des peintres comme ça que des peintres comme ça. Et il y a certains ont vraiment mis un imaginaire qui est presque plus un imaginaire de Walt Disney ou ce genre de choses, comme au palais des archevêques de Narbonne, où un des restaurateurs a même graffité de façon très, très fine sur une des images à Francette pour la vie, donc qui était le nom de sa femme. Mais on voit bien qu'on est sur ce genre de restauration d'un objet qui est tellement secondaire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut dessus et qu'il n'y a pas d'enjeu politique comme dans tes images-là, parce que... Une sorte de pudeur, on aurait pu les effacer tout de même, certaines. Voilà. Mais elles sont tellement considérées comme peu de choses, jusqu'à tout récemment, qu'on peut presque tout faire dessus. Donc elles accueillent presque facilement, voilà, disons, c'est le XXe siècle de cette façon. Merci. Oui, j'avais peut-être une question à vous deux, en fait, qui porterait sur l'aspect social des images. Puisque toi, Rosa Maria, tu traites d'images qui sont vraiment au centre d'un lieu de pouvoir. Donc, on peut imaginer les images qui ont coûté le plus d'argent, commandées aux meilleurs peintres, et ce qui reste un lieu extrêmement visité, parce que justement, c'est encore considéré comme un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art. Et toi, Pierre-Olivier, tu viens de dire que c'était des images modestes, donc sans valeur, entre guillemets, son valeur esthétique, donc qui échappait complètement à l'histoire de l'art pour le coup. Mais alors, ma question, c'est est-ce que néanmoins l'aspect social ne rentre pas en compte? C'est-à-dire, tu as montré à un moment des images des très riches heures du duc de Berry, etc. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que on a accès maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant, à une gamme d'images qui peuvent aussi être les images dans les maisons les plus modestes, ou est-ce que malgré tout ça reste l'apanage de certaines couches de la société, disons supérieures, parce que c'est simplement là où on a gardé les images, ce qui serait du coup assez différent des images sur les frigos ou dans les toilettes des gens d'aujourd'hui, où effectivement là c'est complètement démocratisé. Juste pour reprendre ma question, est-ce qu'il y a un lien entre la noblesse du lieu et la qualité artistique de l'image à tous les coups, ou est-ce que c'est pas forcément relié? À ces propos, il y a une histoire qui concerne Giotto, qui aurait peint un blason pour un noble ou quelqu'un qui prétendait être noble, et donc il n'avait pas beaucoup de sous, mais il était s'était enrichi. Donc Giotto devait peindre pour cette personne-là. J'imagine que dans toutes les maisons de Florence, il devait y avoir l'héraldique, donc ça c'est clair, mais un Giotto était évidemment appelé pour peindre dans des maisons des riches, dans des maisons qui pouvaient se permettre de les payer. Pour ce qui est de la France, on peut penser aussi au sud
à la tour Ferrande. Donc à la même époque, au XIVe siècle, il y a deux peintures d'un niveau inférieur du point de vue artistique. C'est la même époque, ça représente, on a aussi des représentations des batailles de la conquête de roi d'Anjou, de Charles d'Anjou, mais ce sont toujours des maisons de pouvoir, mais quand même le niveau artistique est inférieur. Pour le reste, bon, on n'a pas, à part d'Attigny, peut-être on n'a pas, c'est aussi encore un riche. Oui, c'est vrai que si je prends la sociologie de ces lieux, au XVe siècle, les gens qui font ces maisons de façon privilégiée, c'est vraiment un milieu de nouveaux riches qui s'approprient, disons, des nouveaux codes qui étaient auparavant, disons, liés à l'aristocratie. Et c'est vrai qu'on ne descend pas pour les plafonds pas très très bas, c'est-à-dire qu'en gros le milieu le plus bas c'est quand même des marchands, c'est pas des paysans. Mais il y a peut-être une autre grille, plus que la grille, disons, de richesse à proprement parler, qui est le caractère urbain ou non urbain. Et là, je pense à l'enquête qui a été faite à partir des archives de Valence sur des centaines, disons, d'inventaires après décès, où on voit que dans Valence même, 80% des habitants ont des images chez eux, soit des images volantes, soit sur des images brodées. Et c'est presque toujours la Vierge ou le Christ, et jamais d'ailleurs des images de saints. Mais en revanche, dans les campagnes, c'est 10%, 15%. Donc, même des niveaux sociaux très bas en ville ont des images, mais par contre, à la campagne, très peu. Et donc, je dirais qu'il y a pour la simple possession des images, il y a cette distinction. Mais qui, présuppose pas de seconde partie de ta question, qui est la valeur, disons, artistique ou l'intérêt mis dans ces images-là, de ce point de vue-là. Et là, c'est pas évident parce que ce qui nous a vraiment frappé collectivement en travaillant dessus, c'est le contraste entre, par exemple, l'argent mis dans les matériaux, c'est le cas au Palais des Archevêques de Narbonne, où le plafond est peint avec de la laque, qui est un matériau qui vient de Birmanie, qui coûte une fortune, et c'est extrêmement mal peint, les pigments sont broyés de manière très très rapide. Donc là, il y a une richesse effective, disons, mais qui est une richesse non visible du plafond qui est troublante pour nous. Peut-être pour poser une question à tous les trois en même temps, pourrait-on revenir sur un vieux couple d'opposition qui est vraiment interrogé, je dirais, par les trois cas, c'est l'opposition du sacré et du profane. Que peut-on en faire? Et faut-il le conserver ou le mettre en cause, ce que je préférerais, un peu à la manière dont le matérialisme mystique, n'est-ce pas, montre une ambivalence et une tension qui se retrouve, je crois, dans l'ensemble du champ social et du champ culturel. Néanmoins, on est quand même frappé par le fait que le bon gouvernement ne laisse guère de place à la religion en tant que telle, si j'ose dire. Il y a les vertus, naturellement, la morale, l'éthique, mais qui est une éthique civique, une éthique politique, mais il n'y a pas la Sainte Vierge. Dans les maisons plus ordinaires, bourgeoises, on a très peu de motifs chrétiens. La figure du Christ, quelques saints, oui, parfois, mais essentiellement les scènes que vous avez vues, parfois assez osées, ou bien l'héraldique identitaire du possesseur de la maison. Enfin, dans les tableaux de Crivelli, évidemment, on est dans un autre monde. On est là vraiment dans le monde religieux, avec tous les paradoxes, évidemment, de la présentification à laquelle se livre Crivelli, parce que c'est un auteur, un peintre tout à fait exceptionnel. Voilà, alors on a tout de même ici des oppositions claires. Et pourtant, en même temps, on se dit que faire intervenir un peu de jeu dans ces catégories serait une bonne chose. Alors, qu'en pensez-vous ? Moi, pour ce qui est du cas que j'ai étudié, c'est sûr que le gros de l'historiographie traitait de l'aspect religieux de sa peinture et uniquement de l'iconographie des saints qui représentaient. Or, l'aspect vraiment visuel de sa peinture, c'est-à-dire ce luxe ornemental, était considéré soit comme une espèce de bizarrerie, soit comme une tendance un peu à
une sorte de folie créatrice, bref, un délire personnel, qui n'avait pas de rapport avec son iconographie. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça avait un rapport, justement, que c'était lié précisément à une manière de sentir le rapport au divin, au surnaturel. Il y a un historien de l'art américain de la vie religieuse au XVe siècle qui s'appelle Richard Trexler, qui a parlé d'une façon sensible d'entrer en contact avec le divin à cette époque. Et ça, je pense que ça marche vraiment. Et donc, pour moi, la question, c'est pas est-ce que c'est du sacré ou du profane, ou est-ce que c'est mélangé, parce que ça supposerait qu'il y ait quelque chose vraiment défini comme sacré et quelque chose vraiment défini comme profane qui existe au préalable. Alors, mon hypothèse, et je pense que quand même, au niveau de la chronologie, on est assez proche, même si les types d'images sont un peu différents. Et donc, on sent à chaque fois un montage, une dialectique entre quelque chose qui relève d'une iconographie, disons, validée par les théologiens et quelque chose qui n'en relève pas. Le fait que dans la maison d'un archevêque, on voit des scènes érotiques, des scènes de prostitution, c'est déjà un montage, mais il faut penser pas l'image isolément, mais l'image avec son lieu. Et de la même façon, le bon gouvernement, il n'y a peut-être pas de figure de la Vierge, mais la façon de présenter certains personnages est héritée de modèles de composition qu'on trouve aussi dans des schémas religieux. Donc je pense que vraiment il faut réussir à dépasser cette vieille opposition entre le sacré et le profane et arriver à penser d'une manière non voilà, tridentine, disons, le rapport entre la sphère religieuse et la sphère laïque, qui, à mon sens, à l'époque, se posait pas du tout comme ça. Merci beaucoup, c'est bien naturellement la réponse que j'attendais. Donc, Rosa Maria. Oui, pour les palais communaux, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. On ne peut pas utiliser ces clivages et opposition entre sacré et profane. Il faut savoir que dans la salle, juste à côté, il y a la Messa de Simone Martini, et aussi, ces salles, il y avait des chapelles. Et donc, est-ce que les fresques de Bon Gouvernement sont vraiment de fresques uniquement politiques? Il faut savoir qu'il y a un quatrième mur qui était peint, donc on ne sait pas du tout ce qui était peint sur ces quatrièmes murs, et que le troisième mur, c'est-à-dire les murs avec les mauvais gouvernements, aurait pu être détruit au XVIe siècle. Donc on aurait pu ne pas l'avoir vu, et donc ne pas savoir que ces tyrans étaient représentés. Donc voilà, je suis aussi, c'est un lieu public, certes, mais pas un lieu uniquement politique, où il n'y a que les profanes qui est représenté. Oui, moi je dirais qu'une bonne façon de répondre à ta question, c'est justement de prendre en compte le lieu. Et un peu dans la filiation de ce qu'a dit Thomas, si on prend les images de plafond peint, au 19e, il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans des musées isolés comme ça. Et les découvertes récentes ont conduit à les amener, à les étudier dans leur série, comme ça, dans les maisons. Et du coup, on réalise que ces images sont une marge de la décoration, parce qu'elles représentent certes des sujets qu'on va dire profanes, mais sur les murs étaient représentées les tapisseries ou tous les objets mobiles dont j'ai parlé avant, qui eux représentaient des sujets religieux. Et donc là, effectivement, si on prend le lieu dans son ensemble, si on prend l'image dans un dispositif, et si on sort d'une fétichisation de l'objet isolé, on a toute la complexité de l'articulation entre ces différents types d'images qui revient. Très bien, merci. Donc on gardera l'idée de tension, d'articulation, d'ambivalence, qui sont des concepts extrêmement opérants aujourd'hui si on veut réfléchir à ces objets.